Il fut un temps où l'établissement d'une paix globale entre Israël et les États arabes était tributaire de deux conditions essentielles. L'établissement d'un État palestinien souverain et indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale et le retrait d'Israël des territoires occupés depuis 1967, y compris les hauteurs du Golan, conformément aux résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces deux résolutions, qui appellent au retrait israélien des territoires occupés, approuvées à plusieurs reprises par l'ensemble des États membres de la Ligue arabe, sont longtemps restées lettres mortes. Aujourd'hui, avec l'affaiblissement de la Ligue arabe, la création d'un État palestinien demeure une question ouverte et au nom de la réelle politique, le peuple palestinien voit son existence durablement niée. À ce propos, la normalisation n'a eu aucun effet sur la brutalité du conflit qui ne fait que s'intensifier. L'assassinat de la journaliste Shireen en est un exemple choquant. L'année 2022 a été marquée par une escalade de violence, faisant de celle-ci la plus sanglante depuis 16 ans. Israël, de son côté, continue de nier l'existence du peuple palestinien, après avoir conclu son pacte de normalisation avec une poignée de pays arabes, sans contrepartie donc d'une relance du processus de paix, et sans reculer d'un iota sa politique de colonisation de la Cisjordanie, dans un mépris affiché pour le droit international. Et si la cause palestinienne est mise en sourdine au nom de nouveaux impératifs politiques, la normalisation avec un État raciste, le seul pays au monde à octroyer la nationalité sur la base de la religion, interroge sur la solution des deux États et sur la préservation d'Al-Quds, troisième lieu saint de l'islam. Dans un monde où la logique d'État-nation prévaut et où il est coutume de confondre une religion monothéiste avec un courant idéologique, la cause palestinienne demeure omniprésente dans les esprits des peuples. Ces peuples qui, par le simple fait de brandir ce drapeau, affirment qu'ils refusent de prendre part à l'injustice. Que représente alors aujourd'hui la Palestine post-normalisation? Tombe-t-elle petit à petit dans l'oubli? C'est ce que nous tenterons de déceler tout au long de cet échange avec Sadia Wallous, activiste membre du Front de soutien à la Palestine et contre la normalisation. Qu'est-ce qui explique ton profond attachement à la cause palestinienne? Comme je t'ai dit, c'est une cause juste. Si je vais te poser une question peut-être et que tu vas comprendre pourquoi j'y suis. Tu marches dans la rue, toi, Ayoub, et tu vois des enfants qui maltraitent un animal. Ils le maltraitent, ils le bousillent. Réaction par réaction. Tout le monde, réaction, même en interne. Et ça, c'est encore, je relativise parce que même la cause animale est importante, mais c'est juste un chien, c'est pas le tien. Mais tu vois des enfants qui sont, donc forcément, tu vas avoir une réaction. Ramener à une proportion humaine, forcément, tu vas encore plus réagir. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas rester indifférent. Quand on voit un animal, alors, si on voit tout un peuple se faire matraquer, massacrer, déposséder, assassiner, et je ne peux pas, et on ne peut pas passer à côté, ne pas regarder, ne pas réagir. Ça, c'est un peu l'introduction pour t'expliquer pourquoi on ne se tait pas. On ne se tait pas devant ce genre de maintenant, moi, enfin, à mon niveau, j'appelle des crimes contre l'humanité, des crimes contre peuple. Et je ne veux pas être accusé demain, quel que soit le tribunal, d'ici ou d'ailleurs, de non-assistance à peuple en danger. Je n'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience. Donc forcément, cette situation me pousse à trouver les moyens, à mon humble niveau, à mon humble, voilà, à faire quelque chose. L'opinion publique, elle est clairement en train de basculer en faveur de la normalisation, non? Quand tu dis l'opinion publique, ouais, elle bascule. C'est ce qui ressort des médias mainstream. Hein. C'est pas c'est pas le quotidien, c'est pas même sur Internet. Je veux dire, une opinion, quand tu veux la gagner ou un truc, tu la joues d'abord sur les réseaux, sur les télés, surtout sur les télés. Donc oui, si tu allumes la télé demain, si tu allumes la télé officielle, on va dire, mainstream, effectivement, tu vas voir que on est là, on fait ça, on normalise comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment le terrain? Est-ce que c'est ce qui se passe au quotidien? Je ne pense pas. Donc elle ne bascule pas. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, bon, on ne va pas se mentir, on est au Maroc, on est dans des pays où on peut imposer plein de choses. Et on peut t'imposer notamment cette normalisation et puis mettre tout ce qu'il faut avec. C'est-à-dire que si je veux que normalisation il y aura. C'est aussi bête que ça. Qu'est-ce qui te dérange juste dans la normalisation?
Ben, ce que je te disais, est-ce que, d'abord, il y a plusieurs choses. C'est une soumission pour toi? Enfin, c'est un fait accompli. Soumission, je ne pense pas, parce qu'on est là pour justement pour se débattre et pour dire non. Mais c'est un fait accompli, oui. C'est une chose qu'on impose aux Marocains et à tout un peuple pour dire, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai signé. Ben, si on introduit déjà la normalisation et si on ne brûle pas les étapes, mais c'est un fait accompli et en dépit de l'opinion publique. En dépit de l'opinion publique. C'est ça qui est... Voilà, c'est pas une soumission, on me l'impose. Je ne suis pas soumise, on me l'a imposé. Donc on n'est pas soumis. Une différence. Soumis, ça veut dire, ben oui, ok, ça y est, on ne bouge plus. Non, on bougera, c'est pas possible. Le chien dont je t'ai parlé, c'est pas possible qu'on passe à côté, qu'on n'ait pas de réaction. À différents niveaux, à différentes teneurs, à différentes densités, mais non, on n'est pas soumis. Après, il y en a qui ont été soumis et on l'a bien vu. Mais voilà, donc ça dépend comment on prend le problème. Alors, commençons par le commencement. C'est quand même le PJD qui a signé la normalisation. Je ne sais pas ce qui a pu se passer par la tête de Tmani, mais j'aimerais vraiment pas être à sa place. Ça doit être terrible. D'abord, allez, cette normalisation, on va dire, c'est, si vous voulez, le mariage de fiançailles qui ont duré depuis, parce que comme je sais, ça se passait sous la table, etc. Officialisé comme ça. Parce que toi, tu savais déjà que... Oui, mais oui, il y avait, on est sur le terrain depuis des années, donc on savait que c'était sous la table, mais c'était jamais reconnu, et même quand on chopait quand on avait du flagrant délit, regardez, vous êtes en train, on disait non, je parle des autorités bien sûr, on me disait non, non. Vous pouvez donner un exemple? Un exemple concret. Netafim, société israélienne qui venait tous les ans. Netafim, c'est une société de goutte à goutte qui place du goutte à goutte et qui c'est du matériel donc et qu'on retrouvait dans la foire qui avait lieu tous les ans, donc elle a arrêté à cause du Covid, etc. Mais là, je pense, voilà, et elle expose ses machines, par exemple. Quand on allait en flag en disant, on criait, qu'est-ce que fait cette machine-là, puisque vous dites que, donc les autorités étaient un peu mal à l'aise. Donc soit ils demandaient à la personne de ranger son matériel et de disparaître, soit on nous disait, ah non, c'est pas, non, pas du tout, c'est une société qui est mexicaine et on n'est pas au courant, par exemple. Ou bien quand on trouvait des dates israéliennes sur le marché, des dates sionistes sur le marché marocain, et qu'on avait même été remonter jusqu'à l'ONCA, jusque machin, en disant mais qu'est-ce que font des dates sur le marché marocain alors que vous dites qu'il n'y a pas de relation. Donc là, c'était je ne sais pas comment aller rentrer. C'est grave d'ailleurs pour un ministre de dire, ou leur équipe de dire je ne sais pas d'où viennent ces dates, ça veut dire que nos frontières, tout peut rentrer, tout peut sortir. C'était grave comme réponse, mais on nous disait non, c'est de la contrebande, on ne maîtrise pas, non, pas du tout, il n'y a pas de... Voilà. Donc ça, c'était sous la table, etc. Quand les sportifs venaient, ils venaient cachés, ils n'osaient pas afficher leur drapeau, par exemple. Voilà, donc c'était toujours des détournements. Aujourd'hui, c'est officiel. Alors, cette dénotamanie, j'ai vu cette image qui m'a marquée, moi, personnellement, j'étais effondrée ce jour-là. D'ailleurs, je l'avais même partagé en direct sur les réseaux sociaux. Mais ça aussi, pardon ? C'était un live sur Facebook, c'est ça? C'était un live que j'avais fait, oui, parce que je doutais encore, mais jusqu'au jour où, effectivement, sur I24, on annonçait, I24, la chaîne sioniste, on annonçait cette officialisation. Et l'image de Atmani en train de signer, d'ailleurs, vous avez vu dans quel état il était. Je veux dire, il était lamentable, le pauvre. Enfin, on était là, donc... Din Othmani, c'est le stylo. C'est un bic pour moi. C'est un bic. C'était le stylo pour officialiser des choses qui venaient de beaucoup plus haut. Enfin, je veux dire, c'est juste lamentable pour lui. Et en même temps, il aurait dû avoir une réaction, lui et son parti d'ailleurs, plus ferme. Et c'est même la perversité du sionisme. C'est non seulement vous allez signer devant les caméras, mais en plus, on va prendre un symbole chez vous, chez le monde, dire voilà, c'est un parti islamiste. C'est-à-dire un parti qui faisait de la cause palestinienne et qui faisait
du refus de la normalisation, son fer de lance. C'était son capital, on va dire. D'ailleurs, la preuve, il s'est planté après, il a payé très cher. Parce qu'il a payé très cher cette normalisation. Mais le sionisme, il est aussi dans ça. Il est dans, non seulement vous allez signer, mais on va prendre en plus celui qui est le plus réfractaire. Je vais le soumettre. Et là, par contre, je parle de soumission. Et là, voilà, c'était un peu ça. Donc, Saadine Othmani, dans tous les sens, voilà, il a démontré lamentablement qu'il y a les principes et après, jusqu'où on peut défendre ces principes et jusqu'où on peut descendre. Et le pire, c'est que non seulement il a signé, mais en plus, il a fallu que Ben Kiran, que tous ses compères démontrent qu'il avait... Voilà pourquoi j'ai signé. Il a défendu la normalisation, c'est encore pire. Non seulement il n'a rien fait pour démontrer qu'il était contre, genre une démission, genre un communiqué, mais en plus, il a fallu qu'il défende cette position. C'est une humiliation. Pour moi, c'est une humiliation. Pour le PJD et pour les gens qui adhèrent à ce parti-là. Tu as vu l'interview que j'ai réalisée avec l'économiste Najib Arsbi? Oui, je l'ai vu. Oui, parce qu'on a parlé justement de la normalisation et de l'impact sur l'économie marocaine, etc. Le professeur Arsbi avait parlé justement de l'économie israélienne et je suis allé un peu regarder ça. J'ai regardé un peu la cartographie de l'économie israélienne. C'est vrai que le Maroc n'a finalement après on verra ça, mais n'a rien n'a pas de valeur ajoutée à apporter à Israël. Et par contre, du point de vue des IDE, Israël, c'est des investissements qui vont se mettre en place. Alors, justement, tu parles de cette interview qui était super, hein, franchement excellent ce professeur Arsbi, mais il introduit si tu veux, sa démonstration justement qu'il n'y a pas de gain, mais il introduit par une chose qui est quand même importante, c'est-à-dire la posture de chacun, quoi. Il a expliqué, voilà, on vit depuis des années ce qu'on voit que le monde voit, et il a bien exprimé, il a dit il n'y a rien à changer, alors pourquoi normaliser? Je veux dire, du point de vue du droit même du droit international, du point de vue de la posture de l'entité sioniste envers les Palestiniens, il n'y a rien qui a changé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a normalisé? Ça, c'est une question qu'il avait relevée et j'ai trouvé très pertinente, parce que c'est vrai, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui on change de cap et on décide que oui, maintenant c'est bon, on a de bonnes relations, on est copains avec les sionistes, plus que copains d'ailleurs, parce que si tu veux on y reviendra, mais c'est plus qu'une normalisation dans le sens pays normal. Ce qu'on est en train de faire avec les sionistes, on ne le fait pas avec un pays normal. On ne le fait pas avec la France, on ne le fait pas avec l'Espagne, on ne le fait pas avec les Suédois. Ce qu'on est en train de nous imposer du point de vue de cette normalisation et de ce tsunami qui arrive en termes de normalisation, c'est plus que normal. Pour moi, c'est anormal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quel investissement, Ayoub? Quel investissement ils vont nous apporter? Ils vont venir nous pomper ce qu'on a. Et ils ont déjà commencé. Je te donne des exemples concrets que je vis. Quand je descends dans le sud, justement la partie de Rachidia, où ils sont en train de viser terrement nos terres, parce que... Mais les nappes phréatiques, elles sont déjà vides là-bas. Hein. Comment ça? On a déjà, là, je veux dire, ouais, bien sûr, on a déjà asséché les nappes phréatiques dans le Draad, par exemple. Il vient d'arriver, eux. Oui, mais non, ils viennent pas d'arriver. Ils viennent pas d'arriver. Je te dis, au moins, ça fait au moins, allez, comme ça, à la louche, parce que j'y vais tous les ans, mais ça fait au moins 10 ans qu'ils sont là-bas. 10 ans qu'ils sont en train justement de pomper les terres pour produire des dattes. Nous, nos agriculteurs aujourd'hui dans le sud sont en train de crever. J'utilise ces termes parce que je leur parle, je l'ai vu et je vais y aller encore ce week-end. Tiens, c'est des gens qui ont leur agriculture, qui ont leurs dattes, qui bichonnent les arbres pour pouvoir extraire les dattes et vivre de ces dattes-là et les mettre justement dans cette foire qui est tous les ans. Aujourd'hui, tu as des multinationales sionistes, donc qui se cachent derrière des sociétés Afrique du Sud, des sociétés américaines, c'est faux, c'était eux. Ils ont repris les terres, donc tu sais comment ça se passe. Je vais pas... ils ont les moyens, ils assèchent les terres, donc les gens, qu'est-ce qu'ils se retrouvent en difficulté? Donc ils vendent
Ils vendent des trucs qu'ils ont de père en fils gardés, bichonnés, pour installer leur multinationale qui vont faire pousser des arbres en 2 temps, 3 mouvements pour vendre des dattes dans le monde entier. Parce que le marché des dattes, c'est un marché extraordinaire pour le monde. Tous les musulmans au monde, tous les Arabes ont des dattes chez eux. Tous. Donc c'est un marché qu'ils doivent prendre. Et ils le prennent à n'importe... Voilà, ils s'en foutent que la région... Quand je parle de région, je parle des agriculteurs marocains. Je parle des gens qui ont fait de ça leur vie. Et qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? D'accord, on a acheté les terres pour 2 sous, on les a vendues plutôt... Ils les ont achetées pour 2 sous, ils les ont louées pour 2 sous, ils l'exploitent. Tout leur argent n'est pas réinvesti ici, forcément. D'abord, l'esprit sioniste, et c'est ça, c'est investir ailleurs, mais en tout cas, toujours réserver une partie pour l'entité qu'ils soutiennent. Et donc, quand je dis l'entité qu'ils soutiennent, quand on dit que oui, Israël est dans le coin, il a ça, il a ci, parce que tout le monde verse, et c'est obligatoire, une partie de leurs revenus à l'entité sioniste pour continuer à coloniser, pour armer, parce qu'il faut savoir que l'armée du Sahel, elle vit par ce que rapporte la diaspora sioniste à l'étranger. Donc les investissements, je ne sais pas, quand on dit investissement, dans quel sens on va embaucher des Marocains qu'on va sûrement exploiter, parce que c'est une denrée pas chère, c'est une population qui veut juste travailler, avoir 2 sous, donc on va bien profiter d'eux, versus ce qu'on fait rentrer. Quel investissement? L'investissement dans quoi? Dans la partie sécuritaire? Dans l'agriculture, dans la défense. Dans la défense? Oui. C'est au profit de qui, la défense? On va nous défendre contre qui? On nous vend des armes, et d'ailleurs c'est Contre nos après frères la algériens. normalisation, après la normalisation, on nous a vendu de la technologie pour espionner, de la technologie pour attaquer, pour nous battre. Contre qui? Contre qui on va se défendre? Qui on va espionner? À part les personnes qui veulent juste que le pays avance, ou quoi, des opposants qui seraient peut-être dangereux, des voisins. On va nous forcer à nous défendre contre des voisins qui seraient peut-être... Donc c'est quoi? Provoquer des guerres? Depuis quand les investisseurs, si on prend... D'ailleurs, Arkesbi l'a bien souligné, regardez l'Europe, sans tomber dans l'Europe. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Enfin, où sont nos gains par rapport à eux, ce qu'ils gagnent? Et il a parlé de chiffres, il a parlé de pouvoir d'achat, Arkesbi. Pouvoir d'achat des Marocains versus celui d'un Israélien. Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on a à leur apporter? Par contre, eux, oui, ils vont nous envahir. Et c'est des choses qu'on va payer. Tu vois ce que je veux dire? Tu utilises le terme entité israélienne, entité sioniste, pardon, au lieu de dire Israël. Justement, ça rejoint une question que je voulais te poser, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une volonté de confondre judaïsme et sionisme. Et la preuve, c'est qu'on utilise le terme État hébreu comme synonyme souvent pour parler d'Israël. Est-ce qu'il y a une volonté, peut-être de la part des sionistes, de créer un peu cette confusion pour... D'abord, tu souligneras, Ayoub, que c'est le seul État, je n'aime pas dire État, qui se définit comme État par sa religion. Alors que c'est interdit partout. On ne peut pas dire État musulman, État islamique. Tu as vu tout de suite, c'est... Par contre, lui, il a le droit de dire État hébreu, État juif. C'est quand même bizarre quand même qu'on accepte ça de sa part. Et quand on dit donc État juif, c'est-à-dire que c'est un État... C'est très raciste. C'est pour ça que je dis, il y a des fois, il y a des bizarreries, même dans l'opinion internationale, d'accepter des choses-là, ça passe. Parce que quand tu dis État juif, c'est un État qui est pour les juifs. C'est que, quelle que soit une autre religion, elle serait pas... D'ailleurs, c'est réalisé, c'est vraiment vérifié dans les faits. C'est-à-dire que c'est un État où si tu n'es pas juif, tu n'as aucun droit, tu n'as pas les mêmes droits. Ça, c'est... Donc il se définit comme ça par sa race, par sa religion. Moi, je trouve bizarre qu'on puisse l'accepter, qu'on le dise dans des informations de grands journaux, l'État juif, l'État hébreu. On dit ces termes-là et on dit aussi colonisateur, ça dérange personne. Les colons ont été attaqués, ça dérange. Territoire occupé, on en parle aussi et ça dérange personne.
Enfin, il y a des termes quand même qui sont utilisés, et là, ça dérange. Par contre, si on dit, je dis par exemple pour les Russes et l'Ukraine, on va dire colonisé. La Russe a envahi, voilà, on va tout de suite, ça va faire réagir les gens, et là tout le monde parle de ça, et puis tout le monde dit c'est normal. Bref, ça c'est entre parenthèses. Oui, alors ça fait partie aussi de la manière, le mode opératoire des sionistes, c'est d'aller sur le terrain des religions, d'aller sur le terrain comme ça, après on introduit la tolérance, voilà, donc nous les juifs, etc., pour nous ramener dans une espèce de traumatisme qu'a quand même, et c'est une réalité, le traumatisme qu'ont connu les juifs, mais pas que les juifs, je le dis, hein, en Europe, pas que les juifs, il y avait les tziganes, il y avait d'autres, oui, mais bref, on a vraiment zoomé sur les juifs, pour faire naître en nous ce petit sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, si on parle des juifs, attention, il faut aller avec mollo, parce que il y a l'antisémitisme derrière et tout, ils veulent essayer de créer cette confusion pour qu'on ne sache plus. C'est-à-dire que si on parle d'Israël, hop, ça y est, on va être classé dans « Ah, t'aimes pas les Juifs ». La question n'est pas là, et on n'a pas de leçon de tolérance à recevoir de qui que ce soit. De qui que ce soit. Je ne sais pas si tu avais une question dans ce sens-là. Oui, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de clubs de tolérance qui sont créés un peu partout. Je veux dire... c'est pas une victimisation de fait, le fait de dire... C'est ce que je te dis. Parce que, je veux dire, tolérance, nous, je veux dire, jamais un juif n'a eu aucun problème et n'aura aucun problème au Maroc, je veux dire. Mais un juif est même autre chose, et même autre religion. Je veux dire, si ces clubs, justement, parce que c'est encore une fois une technique sioniste, et si vous regardez allez, prenons la France à côté. Comment l'opinion publique a été retournée par rapport à cette question, mais vraiment retournée par rapport à cette question palestinienne, et c'est en rentrant par cette porte-là, hop, ouvrir la porte de ce qu'a subi le juif en Europe, les juifs en Europe par le génocide et par la Shoah, puis il faut l'appeler comme ça, rentrer par cette porte pour nous culpabiliser, et pour que chaque fois qu'on voudra dire quelque chose quand je critique et quand on s'élève, c'est contre vraiment la politique sioniste et la politique pro-sioniste, parce qu'il n'y a pas que le sioniste, il y a les pro-sionistes aussi. Et du coup, la confusion va se faire. Maintenant, en France, un anti-sioniste égale un antisémite. Et bon, ça va passer, c'est comme ça maintenant. Tu as des journalistes maintenant des personnes qui sont pro-israéliens qui te disent si tu es anti-sioniste, tu es antisémite. On ne fait plus la différence. On veut également. Et ces clubs, effectivement, de quoi on parle ? De la tolérance entre juifs et musulmans, du problème entre juifs, comme si la question palestinienne était une question de refus de... Non, c'est une question d'abord de droit international, parce que c'est reconnu que c'est une terre occupée. Deuxièmement, c'est une question qui doit se poser dans ce cadre-là. Il y a un occupant, un occupé, et même l'occupé. Je vais aller même plus loin, Abiyoub, peut-être qu'on n'en a jamais discuté comme ça, mais moi, le terme occupant me dérange. Pourquoi ? Parce que si tu prends par exemple la France, elle est partie, elle a colonisé l'Algérie, elle a colonisé le Maroc, un protectorat, mais bref. C'est un pays qui a colonisé. D'accord ? Donc on peut parler de colonisateur, mais là, pour moi, c'est même pas ça, parce qu'il n'y a pas eu de pays qui est venu coloniser la Palestine. Il y a eu des envahisseurs. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me change, même le paradigme, il change pour moi. En fait, ce que tu dis, c'est que, au regard peut-être de la stratégie de colonisation de la Cisjordanie, qui est... je ne sais pas si on peut le rappeler ici, mais on le fait. C'est que, en fait, tu as une petite communauté qui débarque sur un terrain, qui établit ce qu'on appelle des avant-postes, et ces avant-postes-là sont auxquels on rajoute une école, un hôpital, et c'est en greffe des services, comment on appelle ça, des services de proximité, bref. Oui. Puis après, ça devient une petite colonie. C'est ce avec les kibbutz et tout. Au début, ils sont venus parce qu'il n'y avait pas de on va dire, de pays ailleurs israéliens qui avançaient sur la... Non, il y a des gens qui sont venus s'installer, soi-disant, l'Angleterre a provoqué tout ça, mais il n'y a pas eu de pays. C'est pour ça que même le terme colonisateur, moi je le répète, mais
Ça s'adapte à un pays qui colonise. La Belgique est partie au Rwanda, la France en Algérie, voilà, tu vois, mais c'est pas la même chose, c'est des envahisseurs. Donc, même ça, pourquoi? Parce que comme ça rentre dans le lexique, ça rentre dans le... Maintenant, on dit les forces occupantes, les forces d'occupation. Donc, l'occupation, ça te renvoie à un État qui rentre dans un autre État. Bon, bref, j'étais trop loin peut-être dans mon truc, mais pour moi, c'est des gens... Parce que c'est des juifs venus du... Le juif, c'est une conviction. Comme on est musulman, comme on est chrétien, être juif, c'est appartenir à une religion. Donc, comment cette religion est devenue un pays? Expliquez-moi ça. C'est vraiment... Donc, cette notion-là, on veut maintenant nous faire ces clubs de... Pour en revenir à ta question, les clubs de tolérance. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Club de tolérance. On va se poser, on va se dire, ah ben oui, nous, les juifs et les musulmans, on n'a pas de problème. Mais on n'a jamais eu de problème. Pourquoi créer des clubs de tolérance pour quelque chose qui de fait n'y est pas? Pour ensuite pouvoir dire, oui, vous refusez la normalisation parce que vous êtes antisémite. Tout ça, c'est pour en arriver un jour à dire, toi, tu refuses la normalisation, tu es antisémite. Donc, c'est un délit. On rentre dans un délit. Et si on rentre dans un délit, on rentre dans ce qui peut être judiciable. On va dire, voilà, on peut demain, tu es antisémite, c'est un délit, donc tu es passible de temps. C'est juste la voie qu'elle veut emmener. Maintenant, tu vas en France, c'est comme ça que ça se passe. Le terme boycott est interdit. Tu appelles au boycott, tu peux appeler au boycott de tous les pays. La Chine, l'Ukraine, enfin la Russie maintenant, c'est open bar, on va dire. Mais quand tu parles de boycotter Israël, tu tombes dans l'antisémitisme. J'aimerais te poser une question et au risque de paraître volontairement provocateur. Savoir à quoi correspond exactement votre militantisme sur le terrain. Est-ce que ça se cantonne à des slogans scandés puis retransmis sur les réseaux sociaux, des appels au boycott, et auquel cas, à quoi sert le boycott finalement en fait? Ou des meetings organisés entre les membres de votre coalition. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? C'est assez vaste comme question, mais en fait, il faut que tu comprennes comment ça s'embrique, la philosophie de tout ça. En fait, maintenant, ce dont on assiste là maintenant, c'est que les Palestiniens, mais même les Marocains, parce que maintenant je pense que le danger il est plus au Maroc, puisqu'en Palestine, et pour avoir été à Gaza par exemple, ils ont aussi leur façon de voir les choses et comme je dis en arabe à chaque fois, Tu t'es rendu à Gaza? Oui. Tu peux nous raconter après? Oui, bien sûr, j'y reviendrai. Mais ce que je voulais te dire, c'est que aujourd'hui, en tant que militant contre la normalisation, je ne parle pas que de pro-palestiniens, parce que la normalisation va nous amener à nous des problèmes, et on le voit déjà. Il y a deux choses. Il y a soit ce qu'on faisait avant, on essayait de convaincre les élites, les dirigeants, même jusqu'au président de l'Ejat al-Quds, de dire et d'attirer l'attention sur cette normalisation. Un, qui était contre nos valeurs, contre nos principes, de ne pas venir en aide à nos frères palestiniens, sans parler de ce qui est l'attachement du Quds, etc. Je ne rentre même pas dans ça. Donc, et puis on a vu du coup avec cette normalisation que se tourner vers les élites, ça ne servait à rien. Moi, je l'ai toujours pensé de toute façon. Se tourner vers la communauté internationale, se tourner vers l'ONU, qui est censée régler tout ça, qui a voté plus de 80 résolutions contre l'entité sioniste et rien n'a été fait. Donc, à un moment donné, on sait très bien que là-haut, c'est pas la peine. C'est pas la peine de compter dessus. Vraiment, voilà, moi, ma conclusion, c'est qu'on ne peut pas, puisque maintenant, ils ont carrément signé. Donc, le but, c'est de se tourner donc du coup vers les personnes oui, sur la réactivité de l'opinion publique, voilà, des forces vives de ce pays qui ont un attachement à cette cause, et du coup, nos actions vont se tourner vers eux. Sensibilisation, parce qu'en fait, on va faire partie de leur plan de normalisation, qu'on le veuille ou non. Mais on peut dire non. Chacun à son niveau, je veux dire. Tu veux des exemples concrets? La consommation, puisque le boycott c'est ça, la consommation, elle est entre mes mains. Moi, en tant que Marocaine, si je veux consommer un produit
de chez eux ou adhérer à une action, j'ai encore, je dis bien encore, la possibilité de refuser. Et c'est pas négligeable. Et c'est pas négligeable. Netanyahou a une phrase célèbre que je garde tout le temps en tête. Il disait, moi j'ai 2 problèmes dans ma vie. J'ai l'Iran, sans problème, et j'ai BDS, c'est-à-dire les associations de boycott. Parce que boycotter, c'est la seule arme pacifique que nous, on a au Maroc. Refuser de consommer quelque chose, ou refuser de participer à quelque chose, ou faire des actions pour enfreindre une normalisation, ça fait encore partie des droits qu'on a. Et on peut l'utiliser, et ça fait mal. Ça fait mal. Sans citer des grandes actions de boycott, mais il y en a une au Maroc, si tu t'en rappelles. C'était Danone, pour la citer. Les marques les marques Ifriqiya, Danone, tu te rappelles de cette fameuse campagne. Et moi, je me rappelle que ça avait tellement fait mal au porte-monnaie que le président directeur général de Danone était venu rencontrer les boycotteurs pour dire, s'il vous plaît, trouvez une solution. Ils avaient perdu beaucoup d'argent. Ça fait mal, le boycott. Et c'est pour ça que le boycott de l'entité sioniste, elle fait mal, et que tous les militants dans le monde se font matraquer parce qu'ils essayent de boycotter, ou en tout cas ils se font soit via les tribunaux. J'ai des amis en France qui passent au tribunal parce qu'ils ont boycotté, parce qu'ils ont appelé au boycott. Ça fait mal. Donc puisque ça fait mal, je crois que c'est la bonne voie. Le boycott, c'est la bonne voie. Et nous, on est plus dans le refus de la normalisation, mais maintenant, avec cette signature, on bascule aussi dans le boycott, c'est-à-dire, j'ai un produit, j'ai un service, j'ai quelque chose qui vient de l'entité sioniste, il faut faire le maximum pour que ça stoppe et qu'on arrête cette normalisation. Je suppose que vous avez des liens étroits avec les Palestiniens, un peu partout dans le monde. Oui. Quelle a été la réaction des Palestiniens suite à la normalisation? Je parle du peuple, bien sûr. Je ne parle pas des élites qui sont pour moi aussi des normalisateurs, tout ça. Bref, ils sont conscients. Ils sont conscients que la signature, c'est une chose et le peuple, c'est autre chose. Ils en sont conscients. Ils savent très bien que ça a été imposé. Et quelque part, comme je dis, ils savent très bien qu'on est les Palestiniens dans notre propre pays. Donc on est vraiment des Palestiniens dans le sens où on n'a aucun mot à dire, aucune voilà, on prend pas les pierres, mais c'est pas loin, quoi. On n'est pas loin. Parce qu'on nous impose, on nous l'a imposé. Après, comme je t'ai dit, pacifiquement, ce qu'on peut faire, c'est vraiment refuser la normalisation et surtout appeler au boycott. Appeler au boycott de tout ce qui serait... Tu t'es rendu à Gaza? Oui, c'était je me en suis quelle rendue année? à Gaza, c'était juste... C'était en 2014, c'était quand il y avait Morsi au pouvoir. Sur quoi repose l'économie gazaoui, justement? On dit gazaoui, c'est ça? Ouais, sur le génie de ces gens. Le génie de ces gens. Je te dis, hein. D'abord, elle était bloquée de partout. Tu sais que c'est une prison, encore une fois, à ciel ouvert et tout le monde s'en fout. Je veux dire, c'est incroyable de voir ça de nos jours et de ne pas réagir. C'est pas normal. Interdit par les eaux, interdit par les cieux et interdit par la terre quand il y avait... Bon, maintenant, parce qu'il y a Sisi, donc lui, là, c'est le bras armé, si tu veux, de l'entité sioniste dans cette région-là. Et c'est pour ça que la normalisation, il faut absolument que pour eux... Parce qu'on pose si tu veux, des antennes sionistes un peu partout, il est tranquille. Genre, maintenant, en Égypte, il a Sisi, donc il est tranquille. Ils pourront toujours bombarder les tunnels qui creusent. Alors, là, oui, ils sont dans... C'est qui il? Vous avez dit il? Les Gazaouis. Ah, ok. Ah, tu parles de quoi, toi? Ouais, tu as dit il a posé, si. Les sionistes. Oui, les sionistes. D'accord, ok. D'ailleurs, je te dis, c'était vraiment prémonitoire, mais j'ai posé mon pied à Gaza, parce qu'on est passé assez facilement par rapport à d'autres tentatives qu'on avait fait, bref, que les gens ont fait, de passer à Gaza, quand il y avait Moubarak. Et quand j'ai posé mon pied à Gaza, et je pense que les gens qui étaient avec moi, ils en témoigneront, je leur ai dit, ce gars va le payer. Ce gars va le payer. 6 mois après, il y avait un coup d'État. Entre parenthèses, je referme la parenthèse. Non, pour que les gens sachent. C'est-à-dire que dans ce monde, soit tu vas être pour, soit tu es mort. Soit tu es dans le sens de ce que veut la communauté, les sionistes dans le monde, soit tu es mort. Et ça, j'en suis convaincue. J'ai posé mon pied, je leur ai dit. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait des aides qui arrivaient. Et quand je dis des aides, c'est vraiment des aides humanitaires. On est parti, on a amené
des trucs vraiment du quotidien. C'est pas, on n'a pas emmené d'armes, on n'a rien. Mais pour ça, il allait le payer. Parce que le but, c'est d'étouffer, bien sûr, Gaza et que les gens prennent leurs valises et se cassent de Gaza, partent sur les routes, comme on voit en Ukraine maintenant, que les gens, quand il y a des bombardements, des attaques à Jérusalem, que ce soit à Gaza, que les gens prennent leurs valises et qu'ils vident le lieu et qu'ils leur laissent la terre. Ce n'est pas l'approche des Palestiniens. C'est fini, c'était en 1947, je pense. Ce n'est pas leur approche. Moi, j'ai vu des personnes qui, au contraire, restent et vont et trouvent un exemple concret. Tu sais qu'à Gaza, la mer, il y a un métrage, je ne sais plus combien, mais ils n'ont pas le droit de dépasser pour ne pas pêcher, ils n'ont pas le droit de telle heure, machin, bref. Ils m'ont fait visiter une usine où ils s'auto-suffisent en poissons, reproduction, tout ça, et ils m'ont même dit on est capable d'exporter à l'Égypte ou à d'autres pays s'ils veulent du poisson. Véridique, hein, véridique. Il m'a dit, et c'est vrai, c'était à foison du poisson, j'avais même mangé du poisson, il était très bon d'ailleurs. Ils m'ont dit, regarde, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des universités, mais dignes des plus grandes universités américaines. Une usine où ils fabriquaient, tu sais, l'extincteur. Parce que ces sionistes, non seulement ils aiment bien bombarder, mais en plus ils vont bombarder les pompiers, pour pas qu'ils éteignent le feu qu'ils ont allumé. C'est très pervers dans leur... Ils ont trouvé, je ne sais pas comment, moi il m'a expliqué, mais c'est très technique, il m'a dit on est capable de fabriquer nous-mêmes les extincteurs pour éteindre nos feux. Ça vient par la connaissance. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que par exemple à Gaza, 98% de la population est lettrée. Et quand je dis lettrée, très lettrée, quoi. Alors que nous, au Maroc, avec tous les moyens qu'on a, on est à peine à, je sais pas, la moitié de la population qui est encore illettrée. Ils appuient leur génie sur le savoir. Et quand il y a des bombardements, la première des choses qu'ils reconduisent, ce sont les écoles. Ils reconstruisent les écoles. Donc, moi, pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en rigolant en arabe, ils sont voilà, c'est des petits génies. Après, bon, on les aide pas beaucoup, malheureusement, mais ils savent que si on avait l'occasion, on ferait plus. Non, vraiment un grand peuple, ces Palestiniens. Parlez-moi un peu du procès symbolique que vous avez fait il y a quelques mois, c'est ça? Oui. Alors donc ça c'est avec tu sais que juste après la normalisation, ce qu'on a voulu faire, c'est regrouper un peu les forces au Maroc qui étaient contre cette normalisation. Du coup, on a créé le front de soutien à la Palestine et contre la normalisation. Notre but, c'est clair, c'est de faire tomber la normalisation. C'est un front qui vise à ça, que ce soit de façon définitive, revenir sur cette signature, ou que ce soit en visant des activités qui se font et à dénoncer. Et des fois, ça fait reculer le sionisme. Bon courage. Hein. Oui, non, mais écoute, pourquoi pas? En tout cas, ne pas se taire. Par exemple, il y a eu à Marrakech la Coupe du Monde des avocats. Avocado, je ne sais pas quoi, ils ont la mondiale des avocats. On a quand même réussi à ce que 2 équipes retirent leur candidature, à ce que les Algériens refusent de venir pour cette nuit, et que les Tunisiens non plus ne veuillent pas participer. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence des sionistes. C'est pas grave. Ils l'ont quand même tenu. Je me demande dans quelles conditions, mais ce ne va pas être aussi facile que ça. Donc, bon courage, oui, on en a besoin. Du coup, on avait imaginé ce procès où de grands avocats, de grandes personnalités ont accepté de participer, où on mettait en jugement l'entité sioniste et les normalisateurs. Donc 2 choses, l'entité sioniste, tout ce qu'on lui reprochait. Voilà tes crimes, voilà tes meurtres, voilà ce qu'on te reproche, voilà ce dont tu es coupable. Et coupable, c'est pas que des présomptions, c'est pas que des choses qu'on dit comme ça. Voilà, il y a des preuves. Chabra Chatila, il y a des choses que tout le monde... La dernière, c'était Chérine, je ne sais pas si tu vas aborder ça, mais le dernier truc, voilà. Et le normalisateur, c'est-à-dire... Je ne sais pas comment je pourrais décrire ce qui s'est passé avec Chérine Abarlé. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça. C'est speechless, comme on dit en anglais. Ouais, c'est... Non, il n'y a pas de mots. Et puis, en plus, c'est devant les caméras du monde entier, tu vois. Non, tu ne peux pas décrire. Mais tu peux encore moins décrire le silence. Quand je dis le silence, bon, c'est vrai que tout le monde en a parlé, mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Imagine une seconde, si ça avait été un journaliste israélien.
sioniste. Que ce soit une pierre, que ce soit... Imagine une seconde comment l'État, comment le monde... Et c'est ça qui me tue, moi. C'est ça. Pourquoi cette indignation à géométrie si variable, très variable? Une journaliste... Bah, ça s'appelle l'ordre de préséance, l'ordre établi du monde actuel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, c'est ignoble et en même temps ça te fait montrer des choses, quoi. Ça t'éclaire sur des choses. Tu te dis, ah d'accord, ah vous êtes comme ça, ah c'est comme ça que ça se passe. Très bien. Donc tu vois, tu sais avec qui tu es après, parce que tu... Et en plus, tu as vu ce qui était pire, c'était l'enterrement, quoi. Enfin, le cercueil, la symbolique du cercueil, même ça, tu n'as pas. Et quand tu revois les scènes, tu vois vraiment que c'est même ça, vous ne l'aurez pas, quoi. Même enterrer dignement cette personne avec vos drapeaux, même ça, vous ne l'avez pas. Et je suis impunie. C'est ça que ça veut dire, c'est surtout. Je vais le faire et vous allez voir. Personne va l'ouvrir. Personne va l'ouvrir. Et personne ne l'a ouvert. Donc alors c'est simple, soit tu te dis, bon, ben c'est que c'est trop. Je peux rien faire. Allez, je vais rentrer dans ma cuisine, je vais rentrer dans mon truc, je vais continuer mon boulot, soit tu te dis, non, mais regardez. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du colibri, je l'ai dit à chaque fois, mais c'est ça. Je ne sais pas comment on est passé sur le sujet de Céline. Tu parlais du procès. Et donc voilà, on a aussi jugé le normalisateur. Et donc le normalisateur, c'est ce qu'il avance, réel politique. C'est pour le Maroc. C'est pour faire avancer machin, on est obligé de machin. Et les Palestiniens, c'est secondaire, c'est pas les Palestiniens. Tu es en train de, au-delà de vendre ton âme, ça c'est philosophique, c'est une image, mais tu es en train de te prostituer pour les sionistes et tu le sais pas. Tu es en train de tout donner, on donne et on n'y gagnera rien. D'ailleurs, allez, depuis la normalisation, ça fait combien? C'est pire. Économiquement, le Maroc, c'est pire. Je comprends que en tant que président de Lajnat al-Quds, on a en quelque sorte un devoir d'exemplarité. Par contre, je comprends aussi, mais en face, je comprends aussi la position qui consiste à dire que en réel politique, et je sais que tu n'es pas forcément d'accord, l'ami et l'ennemi sont désignés en fonction des intérêts. C'est pas que je suis contre, je veux qu'on me le démontre. Parce que moi, ce que je vois, c'est le contraire. Alors, mais il y a aussi le principe, ce dont a parlé justement le professeur Najib Arsbi. C'est les principes. De tes principes, oui, moraux et bien sûr. Bien sûr. Oui, le moral éthique, mais c'est pas le cas. La normalisation, on est revenu sur nos principes, mais les plus élémentaires et humains, même pas parce que c'est les Palestiniens, soi-disant. Non, c'est même pas, c'est les principes humains. Et on y va de plus en plus dans ça. Mais c'est devenu vraiment à géométrie variable. Enfin, je sais pas comment dire. Au-delà de l'éthique, comme tu dis, moi, ce que je... Et c'est même pas démontré, enfin, c'est même pas... Au contraire, c'est ce que je veux dire. Au contraire, moi, je te parle des Marocains du Sud qui sont en train de perdre leur terre. Maintenant, ils visent maintenant le safran, ils visent des régions, mais c'est pour... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils sont là pour te pomper vraiment de ce qu'il y a à prendre dans la terre, en agriculture, dans tous les domaines, et te vendre et mais ne surtout pas te donner. Hein. Ne surtout pas te donner. Ça, il faut en être convaincu. Qui c'est qui va y gagner? L'ira dire son fauteuil, celui qui va gagner son poste, les hommes d'affaires, il a dit d'ailleurs à Khazbi, les hommes d'affaires, quelques hommes d'affaires très ciblés ou des banquiers qui vont y gagner, mais ne compte pas... D'abord, ne te dis pas que que le Marocain de base va y gagner quelque chose. Au contraire, ça va devenir encore plus un esclave. Il est déjà, mais ça va encore se... Et deuxièmement, à quel prix? Au prix de rogner ses principes? C'est pas possible. C'est pas possible de rogner ses principes pour quelques dirhams de plus. Alors, si des gens réfléchissent comme ça, bon courage. Mais moi, je réfléchis pas comme ça et nous, on réfléchit pas comme ça. Je vais pas vendre mon âme, entre guillemets, mes principes parce que j'aurai quelques dirhams de plus. Si on en est arrivé à réfléchir comme ça, c'est que c'est grave pour le pays.
Je veux dire, il y a plein de trucs qui m'échappent dans cette normalisation. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est cette admiration béate que vont avoir quelques entrepreneurs pour leurs homologues israéliens. Ouais, c'est ça. Moi, j'arrive pas. Tu veux, que Bon, tu veux que je te dise un truc? ouais, dis-moi. Parce que tu me dis ça, ces mêmes hommes. Bon, après, je comprends. C'est des. Attends, mais Ouais. je vais te dire un truc et tu vas rigoler. Enfin, tu vas rigoler. Tu vas comprendre. Ces mêmes hommes qui ont cette admiration béate et qui disent on va. Demain, s'il y a une décision contraire, qui s'impose et qui dit non, finalement, on arrête tout. Non, finalement, on va changer, on va prendre le Paraguay, tiens, on va faire des affaires avec le Paraguay. Ces mêmes hommes auront le même discours. Ils seront en train de... Ouais, le Paraguay, sûrement, on va avoir de bonnes affaires avec eux. C'est pour te montrer comment on peut être une girouette dans cette histoire. Donc, c'est pas des principes, ça. C'est juste de l'intérêt momentané qui peut tout de suite être changé en fonction d'autres paradigmes. Donc, moi, j'y crois pas. Si demain, on change de truc, ces mêmes hommes diront la même chose. Cette Din Othmani, mesquine, si on lui dit demain, tu sais quoi, prends ton stylo, va annuler ce truc, il va y aller. Maintenant, tu vas signer avec... Oui, je vais y aller. Finalement, les principes, finalement, voilà. Bon, on va parler un peu de la liberté d'expression. En tant qu'activiste, qu'est-ce que tu penses de la liberté d'expression au Maroc avec les histoires de Omar Radi, Raissouni? Tu sais, moi, j'ai une conviction, alors peut-être que je me trompe, mais bon, j'ai l'impression que tout est lié. Cette normalisation, les échanges qu'on a avec l'entité sioniste est lié avec la liberté d'expression au Maroc. Quand je dis il est lié, c'est comment? C'est-à-dire que cette normalisation a donné une espèce de carte blanche, de feu vert, aux personnes qui veulent justement empêcher la liberté, enfin, qui veulent que la liberté d'expression soit... j'ai l'impression que dans cet accord... Parce que après, même, enfin, ça avait commencé avant, mais c'était un prémisse, genre, si vous normalisez avec l'entité sioniste, à l'intérieur, faites ce que vous voulez de vos trucs. On vous donne le go. Alors le on, ils vont dire qui le on, les gens qui savent sauront de qui je parle. On vous donne le go. La liberté, et d'ailleurs, si tu viens voir par exemple le cas de Omar Radi, il a été donc, il est en prison maintenant, il paye une espèce de faute qu'il n'a jamais commis, puisqu'on a le dossier, donc on sait très bien comment ça a été évolué. Mais il paye justement des investigations dans ce sens-là. Il est en train de regarder les terres, il essaye de comprendre pourquoi ces terres ont été prises, etc. Tout est lié avec certaines élites ici, d'autres élites à l'étranger. On lui a collé un truc et c'est bon, on n'entend pas. Il n'y a pas de liberté. Quelle liberté d'expression? J'aime bien liberté. Non, il n'y a pas. Il y a soit tu es dans le moule et tu dis voilà ce qu'il faut dire et voilà, et tu sors de ça et tu sors même pas dans la contestation la plus absolue du pouvoir. C'est juste, voilà des faits, voilà des choses. Je veux comprendre. Tu n'as pas le droit. Tu n'auras pas le droit de t'exprimer. Donc non, il y a... Et moi, je trouve que c'est lié. Au contraire, j'ai l'impression maintenant qu'il y a vraiment une carte... Voilà, feu vert pour tes opposants, pour les personnes qui pensent... Soit on va les interdire, mais soit tout simplement il va perdre sa place, soit il doit changer de domaine, parce qu'il ne pourra pas écrire ce qu'il veut, il ne pourra pas dire ce qu'il veut, il ne pourra pas s'exprimer comme il veut. Ou alors il doit changer de domaine et rentrer dans un truc... prof quelque part et enfin changer de domaine, mais en tout cas pas partager ce qu'il voit ou ce qu'il pense. Bah oui, ça fait partie de cette... Non, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a même pas un état de droit pour moi, donc dans un état où il n'y a pas le droit, comme il n'y a pas de liberté d'expression, et enfin, plusieurs journalistes, tu as cité ceux-là, mais pas mal, qui en paient le prix aujourd'hui et qui sont dans les prisons, même pas, le pire c'est même pas pour leurs opinions, quoi. On leur colle des faits pour pouvoir les faire taire de façon sale entre guillemets, tu vois. On connaît les pratiques donc et ça où sont les
des associations, on va dire, internationales qui pourraient parler de ça. Non, ils rentreront pas là-dedans parce qu'ils ont justement, ils ont eux aussi le go pour faire taire ces sujets-là. Qu'est-ce que tu réponds à l'argument qui consiste à dire qu'il ne faut pas mélanger entre le champ politique, la morale et la religion, et pas la religion, mais plutôt le champ politique et la morale. Parce que si on devait rompre avec Israël, qui est de fait un État criminel, on devrait aussi rompre avec les États-Unis. Je rappelle que les États-Unis, c'est un demi-million de morts, rien que ça en Irak. Hein. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, c'est logique, finalement. D'ailleurs, quand j'appelle... pour moi, quand j'appelle au boycott des produits sionistes, en général, je boycotte aussi... Ça, c'est personnel. Les produits américains, parce qu'en plus de ça, non seulement, effectivement, il est criminel, mais en plus, c'est une des mamelles incontournables de l'entité sioniste. Tu enlèves les Américains, je crois qu'ils donnent jusqu'à, je ne sais plus combien, mais j'avais entendu parler de plusieurs milliers de dollars par tête, sans compter le budget qui est alloué tous les ans à l'armée du Tsahal et qui augmente, quels que soient les présidents que les États-Unis, c'est toujours la même chose. L'enveloppe augmente. Donc oui, effectivement. Après, moi, ce terme de réel politique et de réel... je suis pas chef d'État, je fais pas de politique, à la limite, ça me dépasse presque, je ne comprends pas. Maintenant, la morale, si elle n'y est pas, même en politique, c'est grave. Pourquoi il y aurait pas une... Je sais que s'il y a de la morale, le pays risque... sachant... Les pays qui ont voulu mettre de la morale, ils se sont fait dégommer, ils se sont fait sortir de la communauté internationale, voire il y a eu des coups d'État, tout ça. C'est un risque à prendre. C'est un risque que chaque personne... sinon, ils s'éloignent de... il faudrait qu'ils partent de ça et qu'ils ne prennent pas ses responsabilités. Qu'ils ne soient pas dans ce domaine-là et qu'ils changent de métier. Mais si tu acceptes une responsabilité de cette hauteur, il faut qu'il y ait cette morale. Il faut qu'il y ait cette morale. Parce que, je ne sais pas, mais... Ce cantonner, on dira, mais oui, mais sinon qu'on perd l'économie. Moi, je te dis, trouve autre chose. Trouvons autre chose. Vivons différemment. Mais à aucun moment, une gouvernance, quelle qu'elle soit, ou un pays, quel qu'il soit, ou une personne, quelle qu'elle soit, à ce niveau, doit laisser ses principes et ses valeurs, et même des valeurs morales ou religieuses, hein, tu l'as prononcé, mais oui, il y a quand même, sinon il y a une éthique. Si on baisse les bras et si on renonce à ça, on a renoncé et à sa partie humaine et à sa partie, à sa partie humaine, et donc j'ai pas, moi je peux pas me mettre à leur place, c'est pas possible. Je peux pas, et j'aimerais pas être à leur place. Mais en tout cas, si j'y étais, ça ne peut pas être dissocié. Je ne peux pas dissocier la morale et l'éthique. Et c'est comme ça que je vois les choses. Sadia, merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis à très vite, Inch'Allah.